Le 5 octobre 1964, à l'aube, des gendarmes encerclent une villa isolée sur les hauteurs d'Aubagne, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Les volets sont clos. Le jardin est entretenu, banal, presque ennuyeux. Rien ne bouge. Et pourtant, depuis des semaines, les voisins signalent la même chose. Une odeur. Une odeur âcre, tenace, une odeur de vinaigre qui flotte certains soirs au-dessus des pins. Quand les hommes de la brigade des stupéfiants enfoncent la porte, ils ne trouvent ni armes, ni argent, ni cadavres. Ils trouvent une cuisine transformée en laboratoire, de la verrerie de chimistes, des bidons, des filtres et des plaques de poudre blanche d'une pureté que les experts évalueront à près de 98%. L'homme qu'ils arrêtent ce matin-là s'appelle Joseph Césari. Les services américains le considèrent comme le meilleur chimiste clandestin du monde. Et cette villa banale d'Aubagne n'est pas un fait divers. C'est un rouage de la machine que les enquêteurs fédéraux américains ont déjà baptisé d'un nom qui va faire le tour de la planète, la French Connection. Le réseau qui, pendant des décennies, a fait de Marseille le laboratoire d'héroïne du monde entier. Arrêtons-nous une seconde sur ce que cela veut dire. Au moment où ces gendarmes poussent la porte de cette villa, selon les estimations du Bureau des narcotiques américains, environ 8 doses d'héroïne sur 10, injectées dans les rues de New York, de Chicago ou de Détroit, proviennent de laboratoires installés autour de Marseille. Pas de Colombie, pas d'Asie, de France, d'une grande ville française, avec sa préfecture, ses commissariats, ses tribunaux, ses députés, son maire. Bienvenue dans le dossier. Comment une ville portuaire de la République est-elle devenue, pendant 40 ans, la capitale mondiale de l'héroïne? Qui a laissé faire? Qui a protégé? Et surtout, la question que ce dossier va poser jusqu'au bout. À qui tout cela a-t-il profité? Je vous préviens tout de suite. On ne va pas vous raconter des monstres. On ne va pas vous vendre des parrains de cinéma, des complots exotiques, des figures romantiques en costume 3 pièces. On va vous montrer un système fait de porcs mal surveillés, de politiques qui avaient besoin de gros bras, de services de renseignement qui regardaient ailleurs, de juges d'instruction isolés, et d'une économie de la prohibition dont les marges étaient si vertigineuses qu'elles pouvaient acheter à peu près n'importe quoi. Je n'étais pas là, mais les chiffres, eux, y étaient. Les archives, les rapports d'enquête, les procès-verbaux, les statistiques de saisie, les débats parlementaires. C'est sur eux qu'on va s'appuyer. Et une précision essentielle avant de commencer. Cette histoire croise des trajectoires d'hommes venus de Corse, d'Italie, du Levant. Décrire l'origine d'un réseau, c'est un fait d'enquête. En faire le procès d'une communauté, c'est un mensonge et une injustice. Les Corses de Marseille ont donné à cette ville des dockers, des instituteurs, des policiers, des résistants et quelques dizaines de truands. Ce dossier parle des truands et surtout du système qui les a rendus possibles. Mais pour comprendre comment Marseille est devenue la capitale mondiale de l'héroïne, il faut remonter 40 ans avant cette villa d'Aubagne, sur les quais du Vieux-Port, dans les années 20 et 30. Marseille, à cette époque, est la porte de l'empire colonial français. Tout y transite. Les soldats, les fonctionnaires, les marchandises, les épices, le savon, l'huile et les hommes. La ville absorbe des vagues successives d'immigration, italienne, corse, arménienne, grecque. Le port emploie des dizaines de milliers de personnes, dans des conditions de précarité totale. On embauche à la journée, à la criée, au bras. Et dans les interstices de cette économie portuaire, un monde parallèle prospère, celui qu'on appelle le milieu. Proxénétisme, jeux clandestins, contrebande de cigarettes, raquettes des bars. Rien d'original, tous les grands ports du monde ont leur pègre. Ce qui va rendre Marseille différente, ce n'est pas sa pègre. C'est l'alliance que cette pègre va nouer avec la politique. 2 noms dominent le milieu marseillais de l'entre-deux-guerres, Paul Carbone et François Spirito. Le premier est né à Propriano, en Corse, et a fait ses classes dans les réseaux de proxénétisme entre Marseille et l'Égypte. Le second, d'origine italienne, a grandi dans les quartiers populaires de la ville. Ensemble, ils bâtissent ce que la presse de l'époque appelle un empire. Maisons closes, boîtes de nuit, paris clandestins, et bientôt beaucoup plus. Mais Carbone et Spirito ont compris une chose que leurs prédécesseurs ignoraient. La force ne suffit pas. Il faut la protection. Et la protection, dans une démocratie, s'achète avec le seul bien que le milieu possède en quantité industrielle.
des hommes capables de faire peur. C'est ici qu'entre en scène un personnage que l'histoire officielle de Marseille préférerait oublier, Simon Sabiani, ancien combattant, mutilé de la Grande Guerre, tribun populaire. Sabiani devient au début des années 30 l'homme fort de la mairie de Marseille, premier adjoint, maître des embauches municipales et des concessions du port. Son système est d'une simplicité redoutable. Il distribue les emplois de la ville et des quais à ses fidèles, et en échange, il obtient des voix, de la loyauté et des points. Les hommes de Carbone et Spirito assurent son service d'ordre, cassent les grèves, tabassent les militants adverses, bourrent les urnes quand il le faut. En retour, la police municipale devient myope, les dossiers s'égarent, les témoins oublient. Retenez bien ce mécanisme, parce qu'il va se répéter pendant 40 ans, sous toutes les couleurs politiques. À Marseille, le pouvoir a besoin du milieu, et le milieu a besoin du pouvoir. Un État local qui sous-traite sa force à des voyous ne contrôle plus ses voyous. Il leur appartient. Reste à comprendre pourquoi ce couple infernal entre pègre et politique va se convertir précisément à l'héroïne. Et là, il faut faire une pause de contexte, parce que tout se joue dans les textes de loi. Au début du XXe siècle, l'héroïne est un médicament. Elle est produite légalement par l'industrie pharmaceutique, vendue en pharmacie, prescrite contre la toux. Puis les États comprennent l'ampleur des dépendances, et une série de conventions internationales, notamment celle de Genève, en 1931, restreint drastiquement la production légale d'opiacés. Résultat mécanique, implacable, documenté. La demande, elle, ne disparaît pas. Des centaines de milliers de consommateurs dépendants, aux États-Unis surtout, se retrouvent sans approvisionnement légal. Le prix du gramme explose. Et partout où un produit interdit rencontre une demande massive, une industrie clandestine naît pour combler l'écart. La prohibition n'a pas supprimé le marché, elle en a transféré la propriété au crime organisé. C'est la première leçon de ce dossier, et elle vaut pour toute la suite. Chaque durcissement de l'interdit a augmenté la marge des trafiquants. Or, Marseille possède, dans les années 30, tous les atouts pour capter ce marché. Un port immense, ouvert sur la Méditerranée, par où transite l'opium légal des concessions coloniales et les cargaisons du Levant. Une main-d'œuvre portuaire contrôlée en partie par le milieu, capable de faire entrer et sortir n'importe quoi des docks. Une tradition industrielle et chimique, celle des savonneries et des huileries, qui fournit des compétences, du matériel, des solvants. Et surtout, cette protection politique dont on vient de parler. Dès la fin des années 30, selon les archives des services américains, les premiers laboratoires clandestins de transformation apparaissent dans la région marseillaise. Le principe économique est déjà en place. La matière première vient d'Orient, le savoir-faire est marseillais et le client final est américain. Carbone et Spirito ne vendent presque rien en France. La France n'est pas leur marché, elle est leur usine. Et que fait l'État central pendant que sa deuxième ville glisse ainsi sous influence? Il faut raconter ici un épisode que les manuels évitent, parce qu'il dit tout de la suite. Le 28 octobre 1938, en plein centre de Marseille, le grand magasin des Nouvelles Galeries prend feu sur la Canebière, à quelques centaines de mètres d'un congrès politique national qui se tient dans la ville. Le bilan est effroyable, 73 morts. Et ce que découvre la France entière, en direct, c'est l'état réel de la municipalité. Des pompiers sous-équipés, mal commandés, incapables d'endiguer l'incendie sous les yeux des ministres présents. Une administration gangrénée par le clientélisme, où les embauches se font au copinage et non à la compétence. Le scandale est tel que le gouvernement prend une mesure sans précédent pour une grande ville française. Marseille est placée sous tutelle, sa municipalité dessaisie, ses services confiés à un administrateur nommé par Paris. Autrement dit, dès 1938, l'État central a constaté officiellement, par décret, que Marseille était une ville capturée par un système clientéliste. Il avait le diagnostic, il avait même pris le pouvoir, et pourtant, rien de ce qui va suivre n'a été empêché. Retenez cette date, car elle pulvérise l'excuse de l'ignorance. Quand la French Connection déploiera son âge d'or, personne, au sommet de l'État, ne pourra dire qu'il ne savait pas de quoi cette ville était malade. Ce qui nous amène à la première rupture de cette histoire, celle qui aurait pu tout arrêter, et qui, au contraire, va tout accélérer, la guerre. Juin 1940, la France s'effondre. Marseille devient zone libre
puis zone occupée à partir de novembre 1942. Et dans ce chaos, le milieu fait ce que le milieu fait toujours. Il choisit le camp du plus fort. Paul Carbone et François Spirito basculent dans la collaboration. Pas par idéologie, par calcul. L'occupation, pour eux, c'est un marché. Le marché noir, les réquisitions, les trafics d'or et de devises, et surtout l'impunité totale que leur offrent les services allemands en échange de leurs renseignements et de leurs relais. Une partie de leurs hommes travaillent avec ce qu'on appellera la Gestapo française. Ces officines d'auxiliaires recrutées dans la pègre pour traquer les résistants et piller les familles juives. Il faut le dire sans détour, le grand banditisme marseillais des années 40 n'a pas seulement vendu de la drogue. Il a vendu des gens. Et l'appareil d'État de Vichy, qui savait, a laissé faire, parce que ces hommes lui étaient utiles. Et pour mesurer ce que vaut alors la vie d'un quartier populaire aux yeux des pouvoirs en place, il faut rappeler ce qui arrive au cœur historique de la ville. En janvier 1943, l'occupant allemand, avec le concours actif de l'administration et de la police française, décide de raser les vieux quartiers du Vieux-Port, jugés insalubres et incontrôlables. En quelques jours, environ 20 000 habitants sont évacués de force. Des milliers de personnes sont raflées et contrôlées. Des centaines sont déportées. Et près de 1500 immeubles sont dynamités, rue par rue, îlot par îlot. Un morceau entier de Marseille, avec ses familles, ses commerces, ses mémoires, réduit en gravats par décision administrative. Je vous raconte cela pour une raison précise. Pendant que l'appareil d'État trouvait les moyens logistiques de détruire un quartier populaire en une semaine, il n'a jamais, en 40 ans, trouvé les moyens de fermer durablement les circuits du milieu qui prospéraient à quelques rues de là. La puissance publique n'a jamais manqué de force. Elle a manqué de volonté et elle a choisi ses cibles. Mais l'histoire, parfois, rattrape ses créatures. Le 16 décembre 1943, un train reliant Marseille à Paris déraille sur une voie sabotée par la résistance. Parmi les corps, celui de Paul Carbone. L'empereur du milieu marseillais meurt dans une action de sabotage visant l'occupant qu'il servait. Spirito, lui, comprend que le vent tourne. Il fuit en Espagne à la Libération, condamné par contumace, avant de refaire surface des années plus tard de l'autre côté de l'Atlantique, où la justice américaine finira par le rattraper pour trafic de stupéfiants. La première génération de la French Connection disparaît ainsi dans le déshonneur. Et l'on pourrait croire que la page est tournée, que l'épuration va nettoyer Marseille, que la République restaurée va reprendre son port. C'est exactement l'inverse qui se produit. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder qui monte sur le trône laissé vide. Ce qui nous amène aux véritables architectes de l'âge d'or. Deux frères dont le nom va dominer Marseille pendant 20 ans, les Guérini. Antoine et Barthélemy Guérini, dit Mémé, sont arrivés de Corse dans l'entre-deux-guerres et ont grandi dans l'ombre de Carbone. Mais pendant l'occupation, ils font le choix inverse de leur aîné. Ils aident la résistance. Armes cachées, filières d'évasion, renseignements, coups de main. Que la sincérité patriotique et le flair tactique se soient mélangés dans cette décision, les historiens en débattent encore. Ce qui est documenté, c'est le résultat. À la Libération, les frères Guérini sortent de la guerre avec des états de service, des décorations et surtout des amitiés politiques en or massif, notamment au sein de la Fédération socialiste locale et dans l'entourage de l'homme qui va diriger Marseille pendant des décennies, Gaston Defferre. Comprenez bien ce qui vient de se passer. Le milieu marseillais ne s'est pas reconstruit contre l'État. Il s'est reconstruit à l'intérieur de la reconstruction, adossé aux nouveaux vainqueurs, blanchi par les services rendus. Les mêmes quais, les mêmes bars, les mêmes méthodes, mais désormais avec la légitimité de la résistance en bandoulière. Et puis vient l'année 1947, l'année charnière, celle que tous les historiens du trafic citent comme le péché originel de la French Connection. La guerre froide commence. Marseille, ville ouvrière, est un bastion communiste, et son port est le poumon du plan Marshall. C'est par ses quais que transite l'aide américaine et le matériel destiné à la guerre d'Indochine. Quand des grèves insurrectionnelles paralysent les docks en 1947, puis de nouveau en 1950, Washington panique. Les archives et les travaux d'historiens, notamment ceux du chercheur américain Alfred McCoy, ont établi ce qui s'est joué alors. Des fonds américains, transitant par des syndicats anticommunistes,
et par les services de renseignement, financent la contre-offensive. Et sur le terrain, qui fournit les hommes pour briser les piquets de grève, tenir les quais, intimider les militants? Les équipes des Guérini. La plus grande démocratie du monde et la jeune 4e République viennent de passer un pacte tacite avec le milieu marseillais. On ne l'écrira sur aucun document officiel, mais tout le monde en connaît la clause essentielle. Tant que vous servez, on ne regarde pas trop ce que vous faites. Un État qui embauche ses voyous ne les combat plus, il les couvre. Et ce pacte de 1947 n'est pas un accident isolé, il s'inscrit dans une culture. Car au même moment, à 10 000 km de Marseille, la France mène la guerre d'Indochine, et les travaux d'historiens, là encore ceux d'Alfred McCoy en tête, ont documenté comment certains services spéciaux français ont financé sur place des opérations clandestines en s'appuyant sur les circuits locaux de l'opium, faute de budgets officiels suffisants. Des officiers de renseignement ont ainsi appris, sur le terrain asiatique, que la drogue pouvait être un instrument, une caisse noire, une monnaie d'échange géopolitique. Quand ces réseaux, ces habitudes et ces hommes refluent vers la métropole après la défaite de 1954, ils ramènent avec eux cette culture du compromis opérationnel. Et elle va durer. Dans les années 60, une organisation parapolitique gaulliste, le Service d'action civique, recrute pour ses basses œuvres, service d'ordre musclé, collage, intimidation, dans les mêmes viviers que jadis Sabiani, le milieu, notamment marseillais. Plusieurs affaires judiciaires et une commission d'enquête parlementaire établiront, des années plus tard, la porosité entre cette officine et le grand banditisme. Voyez le motif qui se répète, décennie après décennie, régime après régime. Chaque fois que la République a eu besoin de mains sales, elle savait exactement à quelle porte frapper à Marseille. Et l'on voudrait nous faire croire que, pendant tout ce temps, elle ignorait ce que faisaient ses mains le reste de la semaine. Mesurons les conséquences. Dans les années 50, le trafic d'héroïne marseillais entre dans son âge industriel précisément sous ce parapluie. Les Guérini règnent sur les bars, les cercles de jeu, les boîtes de la côte, et arbitrent les conflits du milieu. Et il faut voir ce que ce règne avait de public, presque d'officiel. Antoine Guérini reçoit à sa table des personnalités de la ville, finance des œuvres, assiste aux enterrements en notables, salue et est salué. Ces établissements de nuit accueillent le tout Marseille et les vedettes de passage. Aux obsèques des grandes figures du milieu, on croisera pendant des années, mélangés dans les mêmes cortèges, des truands, des commerçants, des élus et des policiers, comme une seule société qui se connaît, se fréquente et se tient. Ne vous laissez pas séduire par ce folklore, car c'est exactement à cela qu'il sert. La respectabilité du parrain n'est pas une coquetterie, c'est un outil de production. Chaque poignée de main publique avec un notable est une police d'assurance. Chaque photographie en compagnie d'un élu vaut mieux qu'un coffre-fort. Et pendant que Marseille souriait à ses rois de la nuit, les cales des paquebots se remplissaient. Le charme du milieu et le service marketing de ces crimes. Ajoutez à ce tableau une dernière liaison dangereuse, la plus intime de toutes, celle des indicateurs. La police française de l'époque, sous-dotée face au milieu, travaille comme toutes les polices du monde, au renseignement humain. Or, ses meilleurs informateurs sont, par définition, des hommes du milieu qui monnaient leurs tuyaux contre des tranquillités. Le système semble donner à la police une fenêtre sur la pègre. En réalité, il donne surtout à la pègre une main sur la police. Car l'indicateur bien placé ne renseigne jamais gratuitement ni innocemment. Il oriente, il élimine ses concurrents par procès-verbaux interposés. Il apprend ce que les enquêteurs savent et surtout ce qu'ils ignorent. Plusieurs affaires marseillaises de ces décennies montreront des enquêtes s'évanouissant mystérieusement à l'approche de certains noms, des perquisitions arrivant toujours un jour trop tard, des dossiers dont les pièces s'allègent en cours de route. Sans qu'il soit besoin d'imaginer de vastes complots, il suffit, ici ou là, d'un fonctionnaire tenu, endetté, compromis ou simplement ami. Un système ne se corrompt pas d'un bloc. Il se corrompt par capillarité, une relation à la fois, jusqu'au jour où plus personne ne sait dire où finit la source et où commence le complice. Autour d'eux gravitent des dizaines d'équipes autonomes, des familles, des clans, qui organisent chacune leur segment du trafic. L'importation de la matière première, la chimie, le stockage, l'exportation. La police française, elle, a d'autres priorités.
Et il faut être honnête sur ce point, car c'est un ressort systémique essentiel. À cette époque, la France ne compte presque aucun héroïnomane. Quelques centaines de consommateurs recensés, tout au plus. Le fléau est invisible dans les rues françaises, puisque la production part presque intégralement vers l'Amérique. Pour un préfet des Bouches-du-Rhône des années 50, l'héroïne est un problème américain, une abstraction statistique à 10 000 km. Pourquoi mobiliser des effectifs contre un crime sans victime visible sur son territoire? Ce raisonnement, humainement compréhensible, administrativement rationnel, est exactement la faille dans laquelle le système s'est engouffré. Pendant 20 ans, la France a exporté une catastrophe sanitaire en se félicitant de ne pas la subir. Il faut aussi comprendre sur quelle infrastructure humaine cet âge d'or a pu s'appuyer. Car un trafic mondial exige un réseau mondial. Et celui-ci existait avant même le trafic. L'émigration insulaire et méditerranéenne des décennies précédentes avait essaimé sur toutes les routes de l'Ancien Empire et au-delà. Des bars à Saïgon, des comptoirs à Tanger, quand la ville était zone internationale et paradis de toutes les contrebandes, des établissements à Beyrouth, des communautés à Montréal, à Caracas, à Buenos Aires, à Sao Paulo. Dans chacune de ces villes, le milieu marseillais disposait de ce qu'aucune organisation criminelle ne peut acheter. Des correspondants de confiance, liés par le village d'origine, la famille, la langue, et par ce code du silence qui rendait les infiltrations presque impossibles. Les enquêteurs américains s'arracheront les cheveux pendant des années sur cette caractéristique. Là où les familles italo-américaines finissaient toujours par produire des repentis, les équipes corso-marseillaises ne parlaient pas, ou si peu. Non par vertu, entendons-nous bien, mais par architecture. Des cellules minuscules, cloisonnées, où chacun ne connaît que son maillon, et où trahir revient à trahir son propre sang. Encore une fois, ne renversons pas la lecture. Cette diaspora, dans son écrasante majorité, était faite de commerçants, de dockers, de restaurateurs honnêtes. Mais le trafic s'est glissé dans ces canaux comme un parasite dans un organisme sain, en détournant à son profit la confiance, la solidarité et les routes que des générations d'émigrants avaient bâties à la force du poignet. Les systèmes criminels n'inventent rien, ils colonisent ce qui marche. Ce qui nous amène au cœur de la machine, car derrière les parrains et les protections, la French Connection est d'abord une chaîne logistique. Et pour la comprendre, il faut commencer à des milliers de kilomètres de Marseille, dans les champs d'Anatolie. La Turquie, dans ces années-là, est l'un des rares pays autorisés par les conventions internationales à cultiver légalement le pavot à opium, destiné à l'industrie pharmaceutique mondiale. Des dizaines de milliers de familles paysannes anatoliennes vivent de cette culture, encadrées en théorie par un monopole d'État qui rachète les récoltes. En théorie, car dans la pratique, une partie de la production s'évapore avant d'atteindre les organismes officiels. Le calcul du paysan est arithmétique, presque tragique de simplicité. Le circuit légal lui paie sa récolte à un tarif administré, misérable. Les intermédiaires clandestins lui en offrent plusieurs fois plus, en liquide, sans question. Selon les estimations des services américains de l'époque, un cultivateur pouvait toucher du simple au quadruple en vendant au marché noir. Quand l'écart entre le prix légal et le prix clandestin atteint de telles proportions, aucune gendarmerie rurale au monde ne peut tenir la digue. Le détournement n'est pas une anomalie du système, il en est la conséquence mécanique. Cet opium détourné prend ensuite la route du sud, vers les ateliers du Levant. À Alep, dans la plaine de la Bekaa, et surtout à Beyrouth, des réseaux d'intermédiaires transforment l'opium brut en morphine base, un concentré compact, 10 fois moins volumineux, infiniment plus facile à dissimuler dans une cale ou un double fond. Beyrouth, dans les années 50 et 60, joue un rôle charnière. Place financière discrète, port cosmopolite, douanes accommodantes. C'est là que les grands courtiers du trafic, dont certains noms rempliront plus tard les dossiers d'Interpol, achètent, regroupent et expédient la marchandise vers l'ouest. Caboteurs grecs, cargos mixtes, voiliers de plaisance, camions passant par les Balkans. Toutes les routes mènent au même point d'arrivée. Marseille. Arrêtons-nous un instant sur ces courtiers du Levant, parce qu'ils incarnent une vérité que ce dossier veut marteler. Les personnages décisifs du trafic ne portent pas d'armes. Le plus célèbre d'entre eux, un négociant beyroutain, dont le nom reviendra pendant des années dans les dossiers d'Interpol,
et qui sera finalement condamné, opérait comme un authentique homme d'affaires. Bureau, comptable, correspondant bancaire, assurance des cargaisons, contentieux réglés à l'amiable. Les rapports des services de l'époque décrivent d'un véritable marché de gros, avec ses cours, ses acomptes, ses garanties, ses litiges sur la qualité. 10 kg d'opium pour 1 kg de morphine base. Ce simple ratio dicte toute la logistique, car il signifie que la transformation au plus près des champs divise par 10 le volume à faire voyager, donc le risque. Chaque étape de la chaîne est ainsi pensée comme un problème d'optimisation industrielle. Réduire le volume, fractionner les lots, multiplier les itinéraires, ne jamais faire voyager ensemble la marchandise, l'argent et l'information. Ajoutez à cela ce que les enquêteurs constateront inlassablement dans les ports d'escale de Méditerranée orientale. Des contrôles douaniers dont la vigilance, disons-le avec la prudence des procès-verbaux, variait sensiblement selon les émoluments proposés. Face à une organisation qui raisonne en flux, en marge et en probabilité, les États alignaient des administrations qui raisonnaient en frontières, en tampons et en horaires de bureau. Le match était perdu avant de commencer. Et puisqu'on parle de flux, prenons 30 secondes pour comprendre ce qu'est réellement un grand port de commerce, parce que c'est la clé physique de toute cette affaire, hier comme aujourd'hui. Un port comme celui de Marseille voit transiter chaque année des millions de tonnes de marchandises, des dizaines de milliers de caisses, de fûts, de balles de coton, de sacs, puis, à partir des années 60, les premiers conteneurs, ces boîtes d'acier standardisées qui vont révolutionner le commerce mondial et au passage, la contrebande mondiale. Face à ce déluge, combien de contrôles physiques? Les douanes de l'époque, comme celles d'aujourd'hui, inspectent réellement une fraction infime du fret, quelques pourcents dans le meilleur des cas, souvent moins d'une unité sur 100. Ce n'est pas un scandale en soi. Ouvrir chaque caisse paralyserait l'économie légale, et aucun État au monde ne le fait. Mais tirez-en la conséquence logique, celle que les trafiquants ont tirée avant tout le monde. Dans un grand port, la fraude n'est pas un exploit, c'est une probabilité. Il suffit d'accepter de perdre, de temps en temps, une cargaison sur 20 ou sur 50, et de l'intégrer au prix de vente comme une simple prime d'assurance. Les saisies dont s'enorgueillissent les communiqués officiels ne sont pas pour le réseau des défaites. Ce sont des frais généraux. Retenez ce mécanisme. Il explique Marseille dans les années 60 et il explique tout aussi bien, de nos jours, les ports d'Anvers, de Rotterdam ou du Havre face à la cocaïne. La géographie de la fraude n'a pas changé. Seule la molécule a changé. Et c'est ici que la French Connection ajoute sa valeur, celle qui la rend irremplaçable pendant 40 ans, la chimie. Transformer la morphine base en héroïne est une opération délicate, dangereuse, qui exige un vrai savoir-faire. Les laboratoires marseillais ne sont pas des usines. Ce sont des villas anonymes, des arrière-cuisines, des cabanons dispersés entre Aubagne, Bandol, La Ciotat, les quartiers nord et l'arrière-pays. Quelques hommes, quelques jours de travail par fournée, et cette fameuse odeur de vinaigre qui trahira plus d'un site auprès du voisinage. Les chimistes forment une aristocratie minuscule et jalouse. Une dizaine d'hommes tout au plus au sommet de l'art, payés des fortunes à la fournée. Et au-dessus de tous, il y a celui par qui ce dossier a commencé, Joseph Césari, dit Joe. Les experts américains qui analysent les saisies n'en reviennent pas. Là où l'héroïne asiatique plafonne à des puretés médiocres, la poudre marseillaise sort des laboratoires à 95, parfois 98%. Cette pureté, c'est la marque de fabrique, l'argument commercial, la signature. Sur le marché new-yorkais, l'héroïne de Marseille est tout simplement la référence mondiale. Une excellence française, au sens le plus glaçant du terme. Il faut comprendre l'économie très particulière de ces hommes-là, car elle explique la longévité du système. Le chimiste est payé à la fournée, et selon les témoignages recueillis lors des procès, sa rémunération se comptait en centaines de milliers de francs de l'époque pour quelques semaines de travail, l'équivalent de plusieurs années de salaire d'un ouvrier des chantiers navals. En contrepartie, il assume tous les risques physiques du métier, les vapeurs toxiques, les brûlures, le danger permanent d'incendie dans des installations bricolées, et cette réalité que les rapports d'enquête mentionnent avec pudeur, des hommes vieillis avant l'âge, aux poumons abîmés, aux mains rongées. Le savoir se transmet comme dans une corporation d'Ancien Régime,
par filiation, par cooptation, d'oncle à neveu, de maître à apprenti, jamais par écrit. C'est à la fois la force du réseau, aucune formule à saisir, aucun manuel à photographier, et sa faiblesse mortelle. Le savoir-faire tient dans une dizaine de cerveaux. Retirez ces 10 hommes de l'équation, et l'industrie entière vacille. Les services américains l'avaient compris dès le début des années 60. Il faudra pourtant attendre 10 ans de plus pour que cette évidence devienne une stratégie. Les volumes, maintenant, parce que ce sont eux qui donnent l'échelle du désastre. Dans les années 50, selon les recoupements des services, les laboratoires marseillais produisent quelques centaines de kilos par an. À la fin des années 60, les estimations du Bureau des narcotiques américains évoquent plusieurs tonnes d'héroïne pure sortant chaque année de la région marseillaise, la grande majorité de l'approvisionnement du marché américain. Plusieurs tonnes. Retenez ce chiffre et gardez en tête ce qu'il implique. Des tonnes de matières premières entrant dans un port français, des dizaines de laboratoires tournant sur des années, des centaines d'hommes impliqués, des convois, des stocks, des allées et venues. Tout cela pendant 2 décennies dans un pays doté d'une police réputée, de douanes, de services de renseignement parmi les meilleurs du monde. La question n'est pas de savoir comment les trafiquants étaient si forts. La question est de savoir pourquoi l'État était si absent. Mais avant de répondre, il faut suivre la marchandise jusqu'au bout, de l'autre côté de l'Atlantique. Car une tonne d'héroïne à Marseille ne vaut rien tant qu'elle n'a pas atteint Manhattan. L'exportation est un art en soi, et les équipes marseillaises le portent à un niveau d'ingéniosité que les douaniers américains mettront des années à comprendre. La première grande route, c'est celle des paquebots transatlantiques, les liners de la French Line, qui relient Le Havre et Marseille à New York. Dans leurs flancs voyagent des valises à double fond, des conserves truquées, des membres d'équipage arrondissant leur fin de mois, et surtout des automobiles. Des voitures de tourisme expédiées en soute, dont les ailes, les bas de caisse et les traverses ont été bourrées de sachets par des carrossiers d'exception. Une berline bien préparée peut avaler 50 kilos sans qu'un contrôle de routine n'y voie rien. Les affaires qui éclatent donnent la mesure du procédé. En 1960, un ambassadeur guatémaltèque en poste en Europe, Mauricio Rosal, est arrêté aux États-Unis. Il convoyait dans ses bagages diplomatiques, selon l'accusation, près de 50 kilos d'héroïne par voyage. Un diplomate, protégé par son passeport, salarié du trafic. Et au début de l'année 1962, éclate l'affaire qui donnera son visage mondial au réseau. Celle de Jacques Angelvin, présentateur vedette de la télévision française, arrêté à New York après que les enquêteurs eurent découvert plus de 50 kilos d'héroïne dissimulée dans la Buick qu'il avait fait expédier par paquebot. L'enquête des inspecteurs new-yorkais Eddie Egan et Sonny Grosso sur cette filière inspirera directement le film French Connection, qui triomphera à Hollywood en 1971. L'Amérique découvre au cinéma ce que ses Russes savaient déjà, le mal venait de Marseille. Et quand l'âge des paquebots décline, à mesure que le jet remplace le transatlantique, le réseau démontre une fois de plus sa plasticité. Les filières basculent vers l'aérien, valises à double fond, enregistrées sur les vols d'Orly vers New York et Montréal, passeurs recrutés parmi des voyageurs insoupçonnables, retraités, couples en voyage de noces, hommes d'affaires véreux, hôtesses et stewards compromis, chacun convoyant 10, 15, 20 kilos contre une rémunération représentant plusieurs mois de salaire. Les douaniers américains apprendront à repérer ces mules à des détails infimes. Un billet payé en liquide, une valise trop lourde pour sa taille, une nervosité mal contenue au comptoir. Mais faites le calcul du défenseur. Pour intercepter un flux de plusieurs tonnes par an, répartis en colis de 15 kilos, il faut réussir des centaines d'interceptions annuelles dans des aéroports qui voient passer des millions de passagers. La contrebande aérienne, comme la maritime avant elle, n'est pas un duel d'intelligence. C'est une bataille statistique, et les statistiques, structurellement, travaillent pour celui qui fractionne. À l'arrivée, sur les quais de Brooklyn et dans les arrière-salles de Manhattan, les Marseillais retrouvent leurs partenaires historiques, les familles du crime organisé italo-américain. Le pacte remonte à l'après-guerre, lorsque Lucky Luciano, expulsé des États-Unis vers l'Italie en 1946, réorganise depuis Naples et la Sicile les circuits d'importation avec ses correspondants français. La répartition des rôles est d'une clarté industrielle.
Les Corses et les Marseillais maîtrisent la production et le transport transatlantique. Les Américains maîtrisent la distribution de gros, la protection des territoires et l'écoulement dans les rues. Et il faut dire un mot du point de départ, car aucune de ces cargaisons ne quitterait la France sans une complicité structurelle, celle du port lui-même. Le port de Marseille des années 50 et 60 fonctionne comme un écosystème social fermé, avec ses entreprises de manutention, ses équipes de dockers cooptés, ses habitudes, ses zones grises. Les enquêteurs qui s'y intéresseront enfin décriront un système de primes discrètes parfaitement rodé, tant pour charger une caisse sans la déclarer, tant pour détourner un contrôle, tant pour oublier un conteneur. La plupart des hommes qui touchaient ces enveloppes ne savaient probablement pas ce qu'ils chargeaient, et beaucoup n'auraient pas voulu le savoir. C'est précisément ainsi que fonctionnent les systèmes, en diluant la responsabilité jusqu'à ce que plus personne ne se sente coupable de rien. Une passoire n'a pas besoin de complices enthousiastes, elle a juste besoin de trous réguliers. Suivez maintenant le kilo marseillais dans sa descente vers la rue américaine, car c'est là que l'économie du système révèle sa vraie nature. Le grossiste new-yorkais, qui réceptionne la poudre quasi pure, ne la vend jamais telle qu'elle. Elle est diluée, étage après étage, avec des produits inertes, chaque intermédiaire prélevant sa marge en affaiblissant le produit. Du grossiste au demi-grossiste, du demi-grossiste au lieutenant de quartier, du lieutenant aux petites mains qui conditionnent des milliers de sachets dans des appartements surveillés, la chaîne de distribution emploie à Harlem, dans le Bronx ou à Chicago, une armée entière. Guetteurs, porteurs, compteurs, vendeurs, souvent recrutés parmi les adolescents du quartier, parce qu'ils coûtent moins cher et risquent des peines plus légères. Vous voyez le miroir ? À un océan de distance, le système reproduit exactement la même structure sociale. Tout en bas, des gamins pauvres qui prennent tous les risques pour des miettes. Tout en haut, des gestionnaires invisibles qui ne toucheront jamais ni la poudre, ni une arme, ni une cellule de prison. Quand une organisation criminelle, sur 2 continents, avec des cultures différentes, aboutit spontanément à la même pyramide d'exploitation, ce n'est pas une coïncidence morale, c'est une loi économique. L'interdit crée la marge crée la hiérarchie, et la hiérarchie fait toujours payer le prix du sang aux plus jeunes et aux plus pauvres. Quand New York devient trop surveillée, les filières se dédoublent. Au nord, Montréal, des équipes alliées du milieu y réceptionnent la marchandise débarquée des paquebots ou dissimulée dans le fret, avant de la faire glisser vers les États-Unis à travers l'une des frontières terrestres les moins surveillées du monde. Pendant des années, la filière canadienne servira de poumon de secours à chaque coup de chaud new-yorkais. Au sud, l'Amérique latine, d'anciens du milieu français, dont plusieurs collaborateurs compromis ayant fui l'épuration, se sont installés au Paraguay, en Argentine, au Brésil, et bâtissent autour de figures comme Auguste Ricor, ce que les enquêteurs appelleront la Latin Connection. Depuis Asunción, sous la protection intéressée de régimes militaires accommodants, le réseau de Ricord fera transiter vers les États-Unis, selon l'accusation américaine, plusieurs tonnes d'héroïne en quelques années, par avionnette, par valise, par mule embarquée sur des vols commerciaux. Il faudra une pression diplomatique féroce de Washington pour obtenir, en 1972, son extradition et sa condamnation à New York. Le réseau n'est pas une pyramide, c'est un organisme, capable de faire repousser chaque branche coupée. Et pendant ce temps, la demande américaine explose. Les années 60 finissantes voient converger toutes les fractures de l'Amérique. La misère des ghettos, le retour de soldats du Vietnam exposés là-bas à des opiacés bon marché, la jeunesse en rupture. Au tournant des années 70, les autorités fédérales estiment le nombre d'héroïnomanes américains à environ 1 demi-million de personnes. 1 demi-million de clients captifs, chimiquement fidèles, achetant chaque jour. Voilà le marché que Marseille approvisionne. Mettons des visages sur ces chiffres, avec la retenue que les archives imposent. Au Vietnam, les enquêtes internes de l'armée américaine, au début des années 70, estiment qu'une proportion considérable des soldats déployés, de l'ordre de 10 à 15% selon les études, a consommé de l'héroïne pendant son service, tant le produit y était pur, accessible et bon marché. Des dizaines de milliers de jeunes hommes rentrent ainsi au pays avec une dépendance contractée sous l'uniforme et deviennent, dans les rues américaines, les clients d'un produit qui, lui, arrive de France. À New York,
Les autorités sanitaires recensent au tournant des années 70 plus d'1 millier de morts par overdose chaque année, dont une part écrasante dans les quartiers pauvres et noirs de la ville. L'héroïne y tue alors davantage de jeunes adultes que les homicides. Et à l'autre bout du monde, à Marseille, les hommes qui organisent ce commerce dorment tranquilles, protégés par une certitude confortable. Leurs clients meurent loin, dans une autre langue, sous une autre juridiction. Il n'y a pas de mystère du mal dans cette histoire. Il y a la distance, qui anesthésie, et la marge, qui motive. Voilà ce que pèsent en vies humaines les tonnes dont on parlait plus haut. Ce qui nous amène à la véritable question de ce dossier. Pas qui produit, ni qui transporte, mais qui encaisse. On suit l'argent. Reprenons la chaîne, maillon par maillon, avec les ordres de grandeur que les rapports américains de l'époque ont documentés. Tout en haut, le paysan anatolien vend son opium détourné pour quelques dizaines de dollars le kilo. Il faut environ 10 kilos d'opium pour produire 1 kilo de morphine base. Arrivée à Beyrouth, celle-ci se négocie déjà autour de plusieurs centaines de dollars le kilo. Transformée à Marseille, l'héroïne pure quitte les laboratoires à un prix de gros, que les enquêteurs situent aux alentours de 5 000 dollars le kilo. Débarquée à New York, la même mallette se revend aux grossistes américains entre 15 000 et 20 000 dollars. Et là commence la véritable multiplication. Coupée, recoupée, diluée jusqu'à ne plus contenir qu'une fraction de produits purs, divisée en dizaines de milliers de doses de rue. Un seul kilo parti de Marseille génère, selon les estimations fédérales du début des années 70, une valeur finale dépassant les 200 000 dollars. Faites le calcul sur l'ensemble de la chaîne. Entre le champ de pavot et la seringue, la valeur du produit est multipliée par plusieurs milliers. Aucune matière première légale au monde, ni l'or, ni le pétrole, ni le diamant, n'offre une telle marge. Et cette marge n'existe que pour une seule raison, l'interdiction. C'est la prohibition elle-même qui fabrique ce trésor, et c'est ce trésor qui achète les silences. Regardez maintenant qui touche quoi. Le paysan turc, sans qui rien n'existe, perçoit une poussière du total. Le matelot qui risque des années de prison pour convoyer une valise touche quelques milliers de francs. Le petit revendeur des rues de Harlem, qui risque sa vie chaque jour, vit à peine mieux que ses clients. Toute la richesse se concentre au milieu de la chaîne, chez ceux qui ne touchent jamais le produit. Les courtiers, les financiers, les organisateurs. La violence est en bas, l'argent est en haut. La violence est le symptôme, l'argent est la maladie. Et cet argent, il faut bien le faire disparaître. On suit l'argent encore un peu, car le blanchiment est l'angle mort de toute cette histoire. Les millions de dollars du trafic reviennent en Europe par vagues. Valises de billets confiées à des passeurs, comptes numérotés dans les banques suisses, sociétés écrans domiciliées à Tanger, à Beyrouth ou au Liechtenstein, achats massifs en liquide. À Marseille et sur la Côte d'Azur, l'argent de l'héroïne se transforme en bar, en restaurant, en hôtel, en cercle de jeu, en immeuble, en terrain. Des pans entiers de l'économie légale de la région absorbent, en toute discrétion, les profits du plus grand trafic de stupéfiants du monde. Et posons la question qui fâche. Où étaient les contrôles? Où était l'administration fiscale devant ces fortunes sans origine? Où étaient les banques, qui voyaient passer les flux? La réponse tient en une phrase. À l'époque, le blanchiment n'est même pas un délit autonome dans le droit français. L'État n'a pas seulement fermé les yeux sur le trafic. Il n'avait pas construit les instruments juridiques permettant de voir l'argent. Songez à ce que cela signifie. Il faudra attendre la fin des années 80 pour que la France se dote de véritables incriminations de blanchiment, et des décennies encore avant que des juridictions financières spécialisées, celles qui déferont plus tard les grands dossiers, n'existent. Pendant tout l'âge d'or de la French Connection, un trafiquant pouvait acheter un immeuble sur la Canebière avec une valise de billets, et la seule question qu'on lui posait était de savoir s'il voulait un reçu. Un système qui ne regarde pas l'argent ne combat pas le crime organisé. Il en aménage le confort. Et donnons l'ordre de grandeur globale, pour prendre la mesure de ce qui a échappé à toute comptabilité nationale. En croisant les volumes estimés et les prix de gros de l'époque, les analystes américains évaluaient le chiffre d'affaires annuel généré par la filière franco-américaine, toutes étapes confondues, à plusieurs centaines de millions de dollars des années 60, soit, en monnaie d'aujourd'hui, l'équivalent de plusieurs milliards. Pendant 2 décennies,
l'un des tout premiers produits d'exportation de la région marseillaise, en valeur, n'a figuré dans aucune statistique douanière, n'a payé aucun impôt, n'a créé aucun droit. Une industrie fantôme, plus rentable que les chantiers navals qu'elle côtoyait et dont les dividendes ont irrigué en silence l'immobilier, le commerce et, par capillarité, une part de la vie publique locale. Quand on se demande pourquoi le système a tenu 40 ans, la réponse est là. Dans cette masse d'argent sans nom, on ne mord pas la main qui nourrit tout le monde. Une dernière pièce manque encore à ce tableau du système, et c'est peut-être la plus française de toutes, l'architecture de l'impuissance policière. Sur le papier, la France dispose dès 1953 d'un office central chargé de la répression du trafic de stupéfiants. Dans les faits, cet office fonctionne pendant des années, avec une poignée de fonctionnaires, quelques dizaines d'hommes, pour surveiller un commerce transcontinental qui en emploie des milliers. À Marseille même, la brigade compétente se compte longtemps sur les doigts de deux mains. Et au-dessus de cette pénurie s'étend le mal chronique de la Maison France, la guerre des services. Police nationale contre gendarmerie, brigade locale contre offices centraux, douane contre tout le monde. Et le renseignement extérieur planant au-dessus de la mêlée avec ses propres agendas, ses propres indicateurs, ses propres protégés. Chaque service garde ses sources, ses dossiers, ses informateurs issus du milieu, monnaie d'échange que personne ne veut partager. Les agents américains dépêchés en France dans les années 60 rentreront avec des rapports consternés décrivant des enquêtes qui s'annulent mutuellement, des filatures qui se croisent sans se parler, des tuyaux qui se perdent dans les étages. Comprenez bien, il ne s'agit pas d'accuser des policiers dont beaucoup faisaient ce qu'ils pouvaient avec rien. Il s'agit de constater qu'un État qui affecte 50 hommes à un problème de 500 millions de dollars a répondu à la question sans le dire. Le budget est un aveu. On finance ce qu'on veut vraiment combattre et on sous-finance ce qu'on a décidé de tolérer. Mais tout empire porte en lui sa chute. Et celle de la French Connection commence par une soirée d'été, dans une station-service de Marseille. Le 23 juin 1967, Antoine Guérini, le parrain régnant, s'arrête pour faire le plein sur les hauteurs de la ville. Deux hommes surgissent à moto et l'abattent de plusieurs balles, à bout portant, avant de disparaître. L'empereur de Marseille meurt sur le bitume d'une station-service, exécuté selon les codes du milieu qu'il avait lui-même fait régner. Son frère Mémé cherche à venger et à tenir l'empire. Il ne récoltera que la prison, condamné 3 ans plus tard à une lourde peine de réclusion à l'issue d'un procès retentissant. La maison Guérini s'effondre, et avec elle l'ordre ancien du milieu. Derrière, une génération plus jeune, plus brutale, plus avide, se dispute la succession à coups de règlement de compte. Les cadavres s'alignent dans les faits divers marseillais. Et voici la deuxième leçon systémique de ce dossier. Cette guerre de succession, l'État n'y est pour rien. Le milieu s'est déchiré tout seul. Pendant 20 ans, la puissance publique n'a même pas eu le premier rôle dans les malheurs de ses propres criminels. Ce qui a réellement fait tomber la French Connection, il faut le chercher ailleurs, à Washington. En juin 1971, le président Richard Nixon déclare devant la presse que la drogue est devenue l'ennemi public numéro 1 de l'Amérique. Un demi-million d'héroïnomanes, des vétérans du Vietnam qui rentrent dépendants, une opinion publique terrifiée. La Maison-Blanche a besoin de résultats, et elle sait où se trouve la source. La pression diplomatique sur Paris devient écrasante. Des agents du Bureau des narcotiques américains s'installent en permanence à Marseille et travaillent, parfois dans une méfiance réciproque, avec les policiers français. Et le calendrier n'aide pas la France à traîner des pieds, car cette même année éclate un scandale dévastateur, en avril 1971, dans le port de Port Elizabeth, face à New York, les douaniers américains découvrent près de 45 kilos d'héroïne dissimulée dans un fourgon débarqué de France. L'homme qui l'accompagne, Roger Delouette, se présente comme un agent du SDC, le service de renseignement extérieur français, et affirme aux enquêteurs américains avoir agi sur instruction d'un de ses officiers traitants. L'affaire empoisonne les relations franco-américaines pendant des mois. Que la version de Delouette ait été exacte, arrangée ou manipulée, les historiens en discutent encore. Ce que l'affaire a rendu impossible, c'est le déni. La question n'était plus de savoir si des complicités existaient dans l'appareil d'État. La question était de savoir jusqu'où elles montaient. La bascule se formalise noir sur blanc.
En février 1971, les ministres de l'Intérieur français et de la Justice américains signent des accords de coopération renforcés contre le trafic de stupéfiants, échange de renseignements, officiers de liaison, opérations conjointes. Dans la foulée, les effectifs français dédiés aux stupéfiants, jusque-là dérisoires, quelques dizaines de policiers pour tout le territoire, face à une industrie multinationale, sont multipliés, les brigades marseillaises renforcées, les moyens d'écoute et de filature démultipliés. Mesurez l'aveu que contient cette montée en puissance soudaine. Si quelques centaines de policiers supplémentaires et une vraie volonté politique suffisent à abattre en 3 ans un système vieux de 40, c'est bien que le problème n'a jamais été technique. Il a toujours été politique. Alors enfin, la machine judiciaire et policière française se met en marche. Et quand l'État français décide vraiment d'agir, le contraste avec les décennies précédentes est saisissant. En quelques années, tout ce qui semblait intouchable tombe. Au début de l'année 1972, les douaniers arraisonnent au large un chalutier, le Caprice des Temps, parti de Marseille, avec à son bord 415 kilos d'héroïne pure, la plus grosse prise jamais réalisée alors, de quoi produire des dizaines de millions de doses. Son capitaine, Marcel Boucan, passera de longues années derrière les barreaux. Les laboratoires, ensuite, tombent les uns après les autres. Villas perquisitionnées, chimistes arrêtés, tonnes de matériel saisi, filières remontées jusqu'au courtier du Levant. Joe Césari lui-même, sorti de prison après sa condamnation de 1964, avait repris du service. Arrêté de nouveau en 1972, le plus grand chimiste clandestin du monde est retrouvé pendu dans sa cellule des Baumettes quelques jours plus tard. Officiellement, un suicide. Avec lui, disparaît une part irremplaçable du savoir-faire du réseau. Les chiffres de cette offensive finale méritent d'être posés, parce qu'ils mesurent à la fois la victoire et, en creux, 40 ans de renoncement. En l'espace de 3 ans environ, les services français démantèlent une quinzaine de laboratoires dans la région marseillaise, saisissent des centaines de kilos d'héroïne et de morphine base et interpellent plusieurs centaines de personnes liées aux filières, des manutentionnaires aux organisateurs. De l'autre côté de l'Atlantique, l'effet est presque immédiat, et il est documenté par les analyses des services américains. À partir de 1973, la côte Est connaît une véritable pénurie d'héroïne. La pureté moyenne des doses de rue s'effondre, les prix flambent, les consommateurs affluent en désespoir vers les programmes de substitution qui ouvrent alors. Pour la première fois depuis les années 30, la source marseillaise s'est tarie. Les policiers français et américains qui ont mené cette bataille, souvent avec courage et à un vrai risque personnel, méritent que ce dossier le dise. À la fin, des fonctionnaires ont fait leur travail, et ils l'ont bien fait. La question de ce dossier n'a jamais été leur mérite. C'est le calendrier de leurs employeurs. Et le coup de grâce ne vient même pas de la police, il vient de la diplomatie. En 1971, sous pression américaine, le gouvernement turc annonce l'interdiction totale de la culture du pavot sur son territoire, effective dès la récolte suivante. En échange d'une compensation financière, Washington versera environ 35 millions de dollars pour indemniser les cultivateurs. La source anatolienne se tarit. Et mesurez ce que cette décision a coûté politiquement à Ankara, car elle éclaire ce que les États acceptent, ou pas, de payer. Des centaines de milliers de familles paysannes privées de leur culture ancestrale, une opinion publique furieuse de céder à l'injonction américaine, et une telle pression intérieure que, dès 1974, un nouveau gouvernement turc rétablira la culture du pavot, mais sous une forme étroitement contrôlée, la récolte de la paille entière sous supervision internationale qui rendra le détournement infiniment plus difficile. La leçon vaut d'être notée. Quand on a enfin voulu tarir la source, on n'a pas envoyé des soldats dans les champs. On a changé les règles économiques du jeu et indemnisé ceux qui les subissaient. C'est la seule mesure de toute cette histoire qui est attaquer la maladie plutôt que le symptôme. Privé de matières premières, décapité de ses chimistes, harcelé par une coopération policière internationale enfin réelle, la French Connection s'éteint au milieu des années 70. Sur le papier, c'est une victoire totale de l'État. Les communiqués triomphent, les statistiques de saisie s'affichent, et le cinéma immortalise les policiers. Le film French Connection rafle les plus hautes récompenses à Hollywood, au point que sa suite viendra se tourner dans les rues de Marseille elle-même,
avec la coopération bienveillante d'une municipalité soudain ravie de montrer que tout cela, désormais, appartenait au passé. Savourez l'image. La ville qui avait abrité pendant 40 ans les laboratoires du monde déroulait le tapis rouge aux caméras venues filmer sa légende noire, transformée en produit d'exportation culturelle. Quand un système ne peut plus vendre sa poudre, il vend son mythe. Dossier clos. Sauf que non. Et c'est ici que ce dossier doit poser les questions qui dérangent. Première question. Qu'est-il arrivé au marché? Réponse des chiffres américains. Rien. Ou presque. Le nombre d'héroïnomanes aux États-Unis n'a pas durablement baissé après la chute de Marseille. La demande était toujours là et l'offre s'est simplement déplacée. L'héroïne brune du Mexique, puis la production massive du Triangle d'Or en Asie du Sud-Est, ont comblé le vide en quelques saisons. On n'a pas asséché le fleuve. On a déplacé son lit. 40 ans d'efforts, des milliers d'arrestations. Et la conclusion tient en une phrase que les criminologues répètent depuis. Tant que la marge existe, le trafic trouve un chemin. Détruire un réseau sans toucher à l'économie qui le rend rentable, c'est tondre une pelouse en appelant ça du déminage. Et l'ironie de l'histoire, car il y en a une, est d'une cruauté parfaite. Souvenez-vous de l'argument qui avait justifié 40 ans d'inaction. La France n'avait presque pas de consommateurs, l'héroïne était un problème américain. Eh bien précisément au moment où la French Connection s'effondre, dans les années 70, l'héroïne s'installe dans les rues françaises. Le marché intérieur, si longtemps inexistant, explose. Quelques centaines de consommateurs recensés au début des années 60, des dizaines de milliers à la fin des années 70. Et bien davantage la décennie suivante, quand la seringue partagée deviendra en plus l'un des vecteurs de l'épidémie de sida. Les quartiers populaires de Marseille, ceux-là même dont les hommes avaient servi de petites mains au trafic d'exportation, comptent désormais leurs propres morts par overdose. Le pays qui avait empoisonné l'Amérique, en se croyant immunisé, découvre qu'aucune digue ne sépare une usine de son voisinage. On récolte toujours, tôt ou tard, ce qu'on a laissé pousser chez soi. Deuxième question. Et Marseille? La ville a-t-elle été libérée du système? Le 21 octobre 1981, en plein jour, un juge d'instruction marseillais, nommé Pierre Michel, est abattu à moto par 2 tueurs, en pleine rue, alors qu'il rentrait déjeuner. Ce magistrat instruisait, presque seul, les dossiers de la renaissance des laboratoires d'héroïne dans la région, ceux des héritiers de la French Connection, la génération montée sur les décombres de l'ordre des Guérini. Un juge de la République, exécuté en France, pour avoir fait son travail. Et il faudra des décennies, des remords tardifs et le témoignage d'anciens du milieu pour que la justice parvienne enfin à juger ce crime, tant l'omerta et les lenteurs auront protégé ses commanditaires. Pesez ce que dit cet assassinat et ce que dit surtout la solitude qui l'a précédé. Un juge d'instruction face à une industrie, sans moyens à la hauteur, sans protection suffisante, pendant que l'institution regardait ailleurs. Voilà la réponse. Le système n'était pas mort. Il avait mué. Et des décennies plus tard, quand on compte les morts des règlements de compte dans les quartiers nord, quand on découvre l'âge des guetteurs et des tueurs, 15 ans, 16 ans, 17 ans, des enfants salariés d'une économie que la République n'a jamais su fermer, on mesure que la question posée en 1930 n'a toujours pas trouvé sa réponse. Un État qui ne contrôle plus les marges de son économie ne contrôle plus son territoire. Et un État qui ne contrôle plus son territoire ne contrôle plus rien. Troisième question, la plus inconfortable. Pourquoi l'État a-t-il attendu 40 ans? Reprenez la chronologie de ce dossier. Les laboratoires existent dès la fin des années 30. L'État s'appuie alors sur le milieu pour tenir la rue politique. Il prospère dans les années 50. L'État s'appuie sur le milieu pour tenir les quais contre les communistes. Il tourne à plein régime dans les années 60. L'État considère que les victimes étant américaines, l'affaire ne le concerne pas. Et quand tout s'arrête enfin, dans les années 70, ce n'est ni par sursaut moral, ni par découverte soudaine, c'est parce qu'une puissance étrangère a rendu l'inaction plus coûteuse que l'action. À chaque étape, la décision publique a suivi la même boussole, et ce n'était ni la loi, ni la santé, ni la justice. C'était l'intérêt du moment. La French Connection n'a pas prospéré parce que l'État était faible. Elle a prospéré parce que l'État y trouvait son compte. C'est plus grave. Et si vous pensez que tout cela appartient aux archives, regardez autour de vous.
Remplacez l'héroïne par la cocaïne, l'Anatolie par les Andes, les paquebots par les porte-conteneurs, et vous obtenez, trait pour trait, la carte du trafic contemporain. Des ports européens saturés de flux que personne ne peut contrôler exhaustivement. Des saisies records célébrées comme des victoires, alors qu'elles ne représentent qu'une fraction des volumes. Des sociétés écrans, des circuits de blanchiment que les juridictions financières, même modernisées, peinent à remonter. Et, tout en bas de la pyramide, toujours, des adolescents recrutés comme guetteurs et comme tueurs, à Marseille précisément, pour quelques centaines d'euros et une espérance de vie de soldats. Les noms des organisations changent, les nationalités changent, les molécules changent. La structure, elle, n'a pas bougé d'1 millimètre depuis Carbone et Spirito, parce que la variable qui la produit n'a pas bougé, la marge. Tant qu'un kilo de produit interdit se valorise par 1000 entre son champ d'origine et sa rue de destination, il se trouvera des systèmes pour organiser le voyage et des institutions pour arriver après la bataille. L'histoire de la French Connection n'est pas un chapitre clos de l'histoire criminelle. C'est le manuel d'instruction de tout ce qui a suivi. Alors ne vous trompez pas de mémoire. On vous racontera cette histoire comme une aventure, avec ses parrains élégants, ses chimistes de génie, ses courses-poursuites de cinéma. Gardez plutôt l'autre image, celle d'une chaîne qui reliait un paysan anatolien payé une misère à un adolescent de Harlem, mort une seringue dans le bras, en passant par une villa d'Aubagne qui sentait le vinaigre et dont chaque maillon a été toléré, utilisé ou ignoré par des institutions qui savaient. La vraie question de ce dossier n'est pas de savoir qui a fabriqué l'héroïne. C'est à qui a profité que rien ne change pendant 40 ans. Et sa version d'aujourd'hui, à qui profite que rien ne change encore. Dites-le moi en commentaire, je lis tout, et vos analyses nourrissent les prochains dossiers. Si cette enquête vous a fait voir l'ampleur du problème, si vous pensez comme moi qu'on ne comprend rien à la violence tant qu'on n'a pas suivi l'argent, alors soutenez la chaîne. Un like, un abonnement, ça ne coûte rien et ça permet à ces dossiers d'exister face aux algorithmes. Ici, on n'enquête pas sur des monstres. On démonte un système qui a lâché. À très vite dans le prochain dossier.